hop, on va en même temps enregistrer. Donc je disais, voilà, si j'ai mal compris les choses, si je fais des erreurs dans mon langage, évidemment n'hésitez pas à me corriger. Donc en France, la retraite fonctionne donc par répartition. Donc en fait, c'est-à-dire que dès qu'on gagne un salaire, tous les mois, on va cotiser, en tout cas via le biais de cotisation, on va venir payer la retraite de nos aînés, donc des retraités actuels. Justement, souvent, en tout cas, un certain nombre de personnes, et notamment de jeunes, hein, quand on ne connaît pas vraiment comment ça fonctionne, d'ailleurs même moi je suis loin d'avoir compris comment tout fonctionne, mais on nous parle de cotisation, et cotisation ça va faire penser à un mot plus un petit peu, je dirais, d'investissement, c'est-à-dire ah bon bah on va cotiser X euros par mois et puis ça va s'accumuler dans un, disons, un compte qui nous appartient et puis à notre retraite, ces fonds qu'on aura cotisés se débloqueront et on pourra avoir une retraite. Ce qui n'est pas le cas. Donc là avec la définition de la cotisation, c'est somme à verser par les membres d'un groupe en vue des dépenses, oui, des dépenses communes. Et donc c'est-à-dire que tous les mois, on va venir donc mettre de l'argent dans un pot, mais ça ne va pas nous revenir. Cet argent dans le pot, il va servir à financer, bon, ça va être pour divers services sociaux, mais en l'occurrence pour la retraite, ça va servir directement à payer la retraite des personnes, enfin des personnes âgées, des personnes qui sont à la retraite actuellement. C'est-à-dire que tous les mois, imaginons qu'on met 500 euros dans ce pot, et ben ces 500 euros vont être entre guillemets directement répartis sur un ou plusieurs retraités. Donc cet argent va en aucun cas, enfin est en aucun cas la nôtre, en aucun cas elle va servir au financement de notre retraite. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le premier terme important à retenir, c'est que tout ce qu'on fait via des cotisations, d'ailleurs en fait c'est un petit peu comme ça que je dirais le système social en France fonctionne, enfin en tout cas pour un certain nombre d'impôts de cotisations, c'est que on nous dit voilà, donc tous les mois vous allez participer, donner aux retraités actuels, et vous bien sûr quand vous serez à la retraite, les personnes qui travailleront vont cotiser et vous verser cet argent. Donc c'est un petit peu une promesse sur du long terme. C'est-à-dire, si vous participez maintenant, une fois que vous rentrerez, alors vous partirez à la retraite, ce sera à votre tour de recevoir la cotisation des travailleurs. Le problème, c'est que, alors pour différentes raisons, ça va être la baisse de natalité, par exemple, et d'autres choses. Il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités, ce qui fait donc qu'il y a moins de personnes pour cotiser pour les retraites. Ce qui fait que les personnes qui cotisent pour les retraites doivent verser de plus en plus d'argent chaque mois. Voilà, je crois que quand le système est arrivé un petit peu après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc la retraite par répartition est arrivée, avant ça n'existait pas. Ou peut-être sous d'autres formes, je suis pas renseigné sur ce sujet-là, mais la retraite, enfin déjà l'espérance de vie était beaucoup moindre qu'actuellement. Et puis avec les fameuses 30 glorieuses, les natalités ont fortement augmenté et donc il y a eu de plus en plus de travailleurs sur le marché qui pouvaient cotiser. Et donc il y avait, je crois que ça devait être au départ 5 travailleurs qui cotisaient pour la pension d'un retraité qui allait vivre en moyenne, je crois que ça devait être, enfin c'était très peu de temps, hein, c'était peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les retraités, une retraite moyenne, je crois que c'est une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Euh, et euh, et le nombre de cotisations, enfin de personnes qui cotisent par mois, je crois que c'est peut-être 1,5, ou peut-être un peu moins d'1,5, en tout cas entre 1 et 2 pour un retraité,
ce qui a drastiquement réduit, et ça va encore se réduire. C'est peut-être plus encore entre 1,5 et 2 oui en ce moment. Et ça va drastiquement, enfin continuer à réduire, pas drastiquement, mais ça va continuer à baisser. Surtout que les natalités continuent de baisser, donc évidemment ça fait toujours plus de personnes à la retraite que de travailleurs, en tout cas de plus en plus. Et donc on est en droit de se poser la question de est-ce que nous, les jeunes actifs, on va avoir le droit à cette retraite-là. En tout cas, on a de plus en plus de doutes. D'ailleurs, dans le débat public, il y a de plus en plus je dirais pas encore de débat, mais de questionnements. Pas de questionnement vraiment, mais on va dire que la question, oui, si, on va dire plutôt la question, ou du moins le sujet des retraites est toujours important, ça c'est sûr, mais le sujet de mettre en capitalisation, c'est-à-dire d'investir une partie de l'argent des cotisations pour générer des intérêts dessus et puis ensuite pouvoir gérer correctement les retraites, et de plus en plus, je dirais, mis en lumière. Peut-être pas mis en lumière, mais en tout cas, il est de plus en plus abordé euh, par certains partis. Alors c'est très discutable, d'autres pensent que... Enfin voilà, on va pas rentrer dans le débat politique, c'est pas du tout le but. Donc voilà, une fois que ces bases sont posées, moi mon but c'est, entre guillemets, de partir de page blanche. Alors j'ai déjà commencé à investir. L'avantage c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire de l'apprentissage, donc de commencer à gagner des petits revenus. D'ailleurs même avec les salaires d'apprentissage qui sont relativement faibles, on cotise déjà pour la retraite. Des sommes qui paraissent déjà astronomiques pour le niveau de salaire qu'on a. Et donc voilà, je vais, entre guillemets, à travers cette série de vidéos, partager un peu toutes les petites choses, tous les investissements, en tout cas les choses que j'ai pu apprendre jusqu'ici, pour essayer, en fait, si ça vous intéresse. D'ailleurs aussi, je suis complètement preneur de nouvelles, enfin en tout cas de méthodes, pas de méthodes, mais je suis preneur de conseils, etc., d'autres choses. Hein. Je suis loin de tout savoir sur ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Alors, j'ai pas encore trouvé. Là, j'ai mis dans le titre du stream Génération sans retraite. Bon, je me débrouillerai. Donc là, j'ai préparé un magnifique paint. Un magnifique paint pour un petit peu faire les différentes cases. Donc, premièrement, bon, déjà il y a les cotisations. Ça, c'est déjà de l'argent. Personnellement, je trouve, de l'argent qui part, qu'on peut malheureusement pas investir. Mais bon, le but, c'est déjà, avant toute chose, avant de pouvoir investir, c'est je dirais, apprendre à gérer ses dépenses. Alors personnellement, j'ai jamais eu vraiment de problème à réussir à économiser. On va dire pendant mon enfance, j'ai jamais eu d'argent de poche. Donc dès que j'avais un petit peu d'argent à Noël, à mon anniversaire ou ce genre de choses, j'essayais d'économiser le plus possible en vue d'achats un petit peu plus gros pour me faire plaisir. Donc j'étais pas dans la dépense immédiate. J'étais vraiment dans essayer de conserver. Alors peut-être que ça m'a aidé du coup pour je dirais l'investissement. Mais on va dire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a il y a entre guillemets, il y a des grosses catégories de dépenses. Surtout quand on commence à être actif, on va avoir donc, si on prend notre salaire, hop, donc prenons le salaire de départ, ok. Ah, c'est... Ok, bon bref, on va supprimer le salaire parce que... Est-ce que je peux le supprimer? Oui, parfait, parce que c'est immonde. Ok, on va faire un gros truc, hein. Hop, salaire, on va le mettre en 18. Ah, attendez, hop. J'avoue que j'utilise pas souvent Paint, mais c'est vrai que c'est pratique. J'aurais pu essayer de faire un truc sur la... Ah, je suis idiot. On va y arriver. On va y arriver. Écoutez, on va le faire ici. Hop.
Je pas sélectionné. Tac, parfait. Hop, salaire. Donc on a le salaire. On a le salaire. Donc on va avoir quelques grosses dépenses, je dirais. Donc la première dépense, évidemment, ça va être... Enfin, première... Oui, pour en tout cas personnellement, la plus grosse dépense, vu que je n'habite plus chez mes parents, ça va être le loyer. Euh, loyer, donc quand j'entends loyer, c'est les charges qui vont avec. Donc ça va être la connexion internet, l'eau, l'électricité, enfin tout ce package. C'est pour ça que si vous commencez à travailler et que vous habitez toujours chez vos parents, ça va beaucoup vous soulager pour investir. D'ailleurs, je n'habite plus chez mes parents. Je n'habite plus chez mes parents depuis... ça va faire 3-4 ans, je crois. Alors la première année... non, oui, dans 3-4 ans. J'ai la première année, oui, j'étais pas en apprentissage, mais après j'étais en apprentissage et même avec le salaire d'apprentissage, bon après il était quand même assez élevé parce que je travaille dans un domaine qui paye plutôt bien. Et donc ça me permettait de pouvoir mettre de côté. Alors même si c'était quelques centaines, peut-être 100, 200, un peu plus parfois, même jusqu'à 500 euros quand j'économise vraiment, c'est déjà ça de prix, c'est très bien, on peut même commencer à investir avec moi. C'est ce que je faisais, comme je dis, quand j'étais petit avec l'argent que je recevais à Noël ou à mon anniversaire. Donc ça, le loyer, c'est une grosse dépense. Euh, Ensuite, il va y avoir en tout cas, ça dépend de ce qu'on a besoin, mais il peut y avoir des abonnements, donc euh, ça va être potentiellement, je sais pas, Netflix, ce genre de choses. Alors moi, je crois que je dois juste avoir Netflix. Et YouTube Premium, j'ai et j'ai aussi ChatGPT en premium. Donc ça, c'est les 3 abonnements. Alors Netflix, c'est pas moi directement qui le paye, mais voilà. Donc ça, c'est aussi une dépense à laquelle je pense directement. Ensuite, on va avoir, j'aurais peut-être dû le mettre en deuxième. Pour moi, la deuxième plus grosse dépense, c'est la nourriture. Pourquoi la nourriture? Alors en plus, si on fait des restaurants, etc., ça va coûter encore plus cher, mais personnellement, j'essaie de manger. J'arrête pas de bailler, c'est terrible. Oui, je disais personnellement, j'essaie de manger équilibré. Et ça, je pense que tout le monde le voit surtout depuis le Covid. Les prix montent en flèche et ça coûte de plus en plus cher. Et je pense honnêtement que je dépense facilement 300 euros, 300-400 euros de nourriture par mois. En plus, je fais beaucoup de sport, donc je mange des quantités pas énormes, mais je mange un peu plus que la moyenne des gens. Et j'essaie de manger de bonne qualité, c'est-à-dire que pour de la viande, généralement je vais chez le boucher. Je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Après, c'est vrai qu'en termes de glucides, je mange surtout du riz et des pâtes. Donc ça au moins, c'est pas le problème. Mais bref. Donc nourriture, abonnement, loyer. Et puis après, on va mettre en tout cas une autre dépense. On va appeler ça loisir. Donc ça va regrouper tout un tas de choses. Donc dans les loisirs, il va y avoir le cinéma, je sais pas, toutes les sorties en fait, ça va être aussi pour moi les vêtements parce que les vêtements, bon, on a besoin de s'habiller effectivement, mais en ce qui me concerne, je dépense très peu dans les vêtements. Bon, c'est vrai que c'est parfois un peu bizarre, mais les caleçons, ça fait peut-être 5 ans que j'en ai pas changé. Alors il y en a qui commencent à être vraiment troués, mais j'attends entre guillemets que ça soit vraiment des chiffons avant de les changer. Pareil pour tout ce qui est t-shirt, etc. Voilà. Après, les vêtements que je prends pour aller au travail, par exemple, ce genre de choses, donc tout ce qui est chemise, pantalon, en plus ça coûte cher. Mais là, c'est là où j'essaie de faire plus attention. Alors évidemment, j'ai pas besoin de les changer tous les 4 matins, enfin en racheter tous les 4 matins, donc. Mais voilà, quand je vais en acheter, les pantalons ça coûte vite 150, 120, enfin plus de 150 euros. Ouais, des bons pantalons, peut-être pas 150, j'abuse un peu, mais au moins 80 euros pour un bon pantalon. Donc voilà.
Et après évidemment ce qui reste ça va être euh, ce qu'on va pouvoir investir. Hop. Donc après en pourcentage, si je calcule, prenons mon salaire, je vais prendre mon salaire tac, d'alternant. Bon allez, je vais prendre mon salaire actuel parce que... Mais... Ok. Mon salaire actuel, mon loyer représente à peu près 30% de... 30% 30% de mon salaire. Si je prends la nourriture... La nourriture, ouais, c'est aller entre 15 et 20%. Donc voilà, donc on va dire globalement je dois dépenser aller 50% loyer, nourriture et abonnement pour faire un peu grossier. Donc il me reste 50% de mon salaire, ce qui est quand même pas trop mal. Dans les loisirs, c'est vraiment variable parce qu'en fonction des mois, je vais dépenser. Euh, hop. Alors je vais juste baisser un peu le son de la musique parce que ça me casse les oreilles. Ok. Donc ouais, je disais, en fonction des mois, moi ça va plutôt variable, comme je vous l'ai dit, les vêtements, ça peut être, allez, on va dire une fois par an, je vais aller surtout en acheter. Après, quand même, je fais beaucoup de sport, je prends des compléments alimentaires, donc ça, je vais les en commander peut-être tous les 2-3 mois, voilà. Mais globalement, calculé, euh, je peux, voilà, donc je peux à peu près investir une quarantaine de pourcents, enfin ouais, 40% à peu près de mon salaire. Tac, donc on va agrandir par ici notre feuille. Donc, euh, tac, sur le salaire à la fin. Donc, ça, loyer plus nourriture plus abonnement. Ça me représente environ 50% de mon salaire. Et, loisirs, allez, on va mettre 10%. Environ 10%. Environ 10%. Où est-ce que j'ai... Oui. Donc environ 10%, ce qui fait que globalement, il me reste... On va arrondir, hein, bien sûr. Mais ça me fait environ 40% d'investissement. Ce qui est plutôt énorme. Je sais plus combien c'est, je vais vérifier. Taux investissement moyen France. Français. Épargne moyen des Français. Voilà, c'est à peu près... Bon, ça varie en fonction des années, mais ça a l'air d'être... Laissez-moi regarder. Il faut que je trouve sur un... Là, je suis sur un site. Je vais regarder sur plusieurs sites, mais c'est globalement entre 15 et 20%. Donc actuellement, comme j'ai pas non plus des dépenses monstres, j'ai pas de crédit ni rien, je peux me permettre d'arriver jusqu'à environ 40%. Et honnêtement, autant que j'en profite, enfin, je préfère en profiter maintenant parce qu'après, si je veux prendre un crédit pour acheter un bien immobilier, etc., ça va drastiquement baisser. Donc, dans ces 40% d'investissement, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, déjà, quelque chose qui peut être assez intéressant, c'est, je dirais, ouais, on va le séparer en deux catégories. La première, qu'on peut appeler, je vais différencier épargne et investissement. Parce que, enfin, pour moi, ça va être deux choses
à séparer. Et d'ailleurs j'aurais dû mettre épargne investissement ici. Mais donc l'épargne pour moi ça va être donc ce que j'appelle l'épargne de précaution, donc qui peut se matérialiser généralement via les livrets. Donc ça va être quand on est jeune, livret jeune, si on peut, le livret c'est quoi le livret de logement là, le PEL je crois, le plan d'épargne logement, le livret A, ce genre de choses. Donc c'est des livrets qui ont des intérêts qui sont plutôt bas. D'ailleurs le livret A est plutôt bas en ce moment, mais bon. Mais ça va plutôt être donc l'épargne de précaution. Donc livret par exemple, ça peut être après sous forme sur des fonds euros si on veut le fonds euro, des fonds euros. Mais c'est vraiment pour la précaution. On va pas mettre précaution, mais donc livret, fonds euros. Donc là c'est pour entre guillemets quand il nous arrive un pépin. Donc personnellement, ce que j'ai fait, en tout cas ce que j'avais fait avant que le livret A baisse, c'est que mon but c'était de remplir le livret A. Mais généralement, ce qui est conseillé, bon après, moi c'est pas un conseil, mais personnellement, je mets entre... moi je préfère être honnêtement assez large. Moi je mets plutôt 6 mois de dépenses. Bon désolé s'il n'y a pas les accents, mais je suis en QWERTY. Pour moi, je mets pour être bien 6 mois de dépenses dans ce livret, surtout moi sur le livret A. 6 mois de dépenses. Et alors, soit ça va être je blinde si mon livret A, imaginons, est vide, je vais d'abord mettre 6 mois de dépenses et ensuite je vais me mettre sur l'investissement. Ou alors ça peut être on met sur les 40%, on met sur les 40%, 20% dans l'épargne et 20% dans l'investissement. Bon, ça après c'est vos choix. En fonction de votre profil, si vous êtes vraiment stressé, vous préférez d'abord faire les 6 mois de dépenses et puis ensuite vous penchez sur l'investissement. Voilà. Ensuite, sur l'investissement, on va avoir plusieurs façons d'investir en France. Donc on va avoir entre guillemets, alors je peux appeler ça plutôt des comptes d'investissement français, donc notamment le PEA, donc le plan épargne action. Plan épargne action. Voilà, j'ai fait une erreur. Épargne action. Plan d'épargne action, bon, on va mettre action avec un S. On va avoir l'assurance vie qui est aussi pas mal aimé par les Français. Et après, bon, ça c'est les plus gros. Après, on va avoir un CTO. Donc là, compte titre, je sais plus ce que ça veut dire, je vais regarder. CTO def, comme ça au moins on est sûr. Ouais, non, en finance, tac. Compte titre ordinaire, voilà, compte titre ordinaire. Ça va être globalement ça. Et après, il va y avoir d'autres. Il y a des comptes d'actifs. Compte d'actifs numériques. Bon, on va mettre CAN. Voilà, plein de choses comme ça. Les avantages de ces différentes façons d'épargne. Donc le PEA, l'avantage, c'est que PEA, hop, je vais pas dire de bêtises, hein, je vais prendre, surtout que ça a bougé, je crois, dernièrement. Avantage. Avantage fiscal. Tac, tac. Donc, ce qui est bien, c'est que normalement, lorsqu'on fait des plus-values, donc, je vais hop agrandir par ici. Donc, lorsqu'on fait des plus-values, c'est-à-dire que, je sais pas, imaginons qu'on investisse, on investit 100 euros, ok. Est-ce que d'ailleurs j'ai un logo euro sur ce clavier QWERTY? Bon, on va pas le mettre. Si j'ai 100 euros, hop, je réussis à avoir je les investis, j'ai des intérêts et j'ai à la fin, allez, on va dire au bout de 5 ans, j'ai 110 euros. Mes 100 euros sont devenus 110 euros. Et ben, sur ces 10 euros donc, que j'aurais gagné sur mes 5 ans,
je vais devoir donner, alors je crois que c'est plus-value, je crois que c'est 30%, un peu plus. Taux forfaitaire, donc tac. Plus-value pourcentage. Donc là c'est dans la bourse. Hein. 17.2 plus. Voilà, c'est 30. Bon, ça va peut-être augmenter, mais voilà, dernièrement, alors ça a toujours 30. Donc c'est 30%. Donc on va devoir donner 30%, 30% des 10 euros. Donc 10 fois 0.33, ça nous fait 3,30 €. Ce qui fait que techniquement, on doit 3,30 € à l'État. Et donc 3,30, pardon, hop. Et donc il nous reste 6,7, enfin en plus, donc 106 pardon, 7 € pour nous. Donc on gagne 6,7 € dans notre poche. L'avantage qu'a le PEA, donc là c'est que dans ces 3,3, donc on a dit que c'était 30% sur les plus-values, et ça correspond à d'un côté 17,2% de cotisation sociale, plus 12,8%, d'ailleurs c'est plus 12,8%, alors je sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est 12,% ah, ça s'appelle, voilà, c'est le PFU, prélèvement, bon je vais l'appeler PFU, mais c'est prélèvement forfaitaire unique. Donc on va le mettre comme ça, hop, prélèvement forfaitaire unique. Donc voilà, donc sur ces 30%, on a ces deux-là. Et l'avantage du PEA, c'est que on est exonéré après 5 ans de détention d'un PEA. Donc c'est-à-dire qu'il faut investir 5 ans, sur le PEA sans retirer l'argent du PEA. Et si on l'a gardé 5 ans, on est exonéré donc du PFU. On est exonéré du PFU. D'ailleurs, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre comme ça. Hop. Bon, ça va être un peu trop galère. Mais bon, on est exonéré. Du PFU. Et sur le PEA, donc, tac, on a uniquement les cotisations sociales qui s'appliquent. Donc c'est plutôt intéressant. L'inconvénient du PEA, hop, d'ailleurs on va se faire une case un peu plus clean. Tac. Donc l'inconvénient, enfin c'est l'avantage du PEA et l'inconvénient du PEA. D'ailleurs on va se faire tac du PEA. Donc on a dit 17,2% sur les plus-values après 5 ans. Par contre, on ne peut que investir sur des produits financiers qui sont français ou européens. On va mettre uniquement marché européen. Alors, il y a moyen d'investir sur des produits financiers extra-européens via des indices, des ETF notamment. Donc des suivis d'indices financiers qui vont avoir une part donc une part de ces indices font partie d'entreprises, sont des parts d'entreprises extra-européennes. Alors évidemment ces ETF là sont
comment dire, sont créés par des fonds d'investissement, des boîtes de fonds d'investissement qui sont autorisées en Europe. Mais voilà, donc ça va être, par exemple, si vous, enfin, le plus connu, on va dire, c'est l'ETF MSCI World, qui, quand on regarde, alors attendez, on va regarder tout sur MSCI World, ça change un petit peu, la composition de ces ETF change en fonction du marché, mais par exemple, hop, voilà, sur Boursorama, si on va dans, voilà, on est sur la MSCI World, et si on va dans composition, d'ailleurs c'est Amundi qui le fait, et si on va dans composition, on voit qu'il y a actuellement 72, alors c'est bizarre, là ils mettent 72 mais là 75, mais voilà, il y a 72,69% de cet ETF qui sont des boîtes américaines. Donc voilà, après bon, vous voyez qu'il y a du Royaume-Uni, de la Suisse, de l'Allemagne, du Pays-Bas, Japon, Canada, France, Australie, Espagne. Mais globalement, voilà, 3/4 de cet ETF c'est les États-Unis, donc ça et je crois qu'il est disponible sur le PEA. On va regarder. Alors peut-être pas ce Amundi là, mais en tout cas, sinon il y a celui-là en MSCI World de iShare et pareil 72,69%. Donc voilà, mais sinon ça va être globalement du marché européen ou un petit peu plus monde, mais via des ETF. Ensuite, on va avoir l'assurance vie, qui elle, alors je vais pas dire de bêtises, je vous mettrai de la documentation dans la description. Mais l'assurance vie, ça va surtout avoir des avantages pour la transmission. Je crois que ça doit être des exonérations de certains impôts jusqu'à un certain montant. Voilà, encore une fois, j'ai pas les détails, donc je vous mettrai de la documentation dans la description. Mais là, par contre, on est beaucoup moins, enfin, on est moins restreint que le PEA. On peut investir sur plus de produits, que le PEA. Alors, on va pas avoir accès à tout ce qu'on veut. Alors après, en fonction je dirais de la banque que vous utilisez, vous allez avoir plus ou moins de choix. Ça va dépendre ce que propose la banque. Mais voilà, l'assurance vie, c'est surtout des avantages. Avantages de transmission. Assurance vie. Avantage. Je vais vite faire regarder si y a des trucs. Mais oui. Hop, voilà. Il y a aussi, un petit peu comme le PEA, il y a aussi une transmission et un avantage fiscal qui est qu'après 8 ans, après 8 ans son ouverture, le prélèvement forfaitaire va être donc moindre, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite réduction du prélèvement forfaitaire unique. Le PEA, donc, on retire complètement le prélèvement forfaitaire unique. Par contre, le prélèvement forfaitaire unique sur l'assurance vie va passer de 12,8 à 7,5. Et après 8 ans, PFU passe à 7,5%. Donc ça nous donne ouais, c'est ça, donc ça nous donne un total de 17, pardon, non, on a les 17,2 en plus de cotisation sociale, ça on les paye dans tous les cas, mais ça nous donne 24,7% sur les plus-values. Hop, donc c'est un petit avantage, mais c'est surtout après sur la transmission. Voilà, et donc sur l'assurance vie, si on veut retirer des plus-values avant ces 8 ans, on va payer le plein pot, donc les 30%. Le PEA, lui, si avant les 5 ans on retire, ça va nous réinitialiser notre limite des 5 ans. Et je ne sais même pas si ça va pas le faire, mais enfin bref. De toute façon, sur ces plans-là, le mieux c'est évidemment du long terme. Bref, le but de évidemment l'investissement sur la retraite, c'est dans tous les cas de viser du long terme. Donc voilà. Donc ça c'est les deux plus gros, en tout cas les deux plus connus, l'assurance vie étant visiblement le préféré des Français. L'avantage
même si on paye un peu plus sur les plus-values, l'avantage c'est qu'on est un peu plus large sur le choix je dirais des indices sur lesquels on investit. Et ensuite, il nous reste donc, alors il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres types d'investissement. Là, c'est uniquement, je parle uniquement en bourse, hein, parce qu'après, il y a tout ce qui est immobilier, de l'art, enfin un petit peu tout ce qui est les cartes Pokémon, ce genre de choses. Mais moi, je vais parler uniquement en bourse, parce que pour l'instant, c'est ce que je peux faire. Hein, ça demande pas vraiment. Enfin, on peut appeler ça de l'investissement passif dans le sens où c'est beaucoup plus facile d'investir en bourse que, enfin aujourd'hui en tout cas, d'investir en bourse que d'investir dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, il va falloir aller faire un prêt, un crédit généralement en banque, ça va demander plus d'entretien, il va falloir faire des travaux, trouver des locataires, s'assurer qu'ils payent, même si après ça va être de l'immobilier mais sous forme pas forcément locatif pour de l'habitation, mais si ça va être du locatif pour des bureaux ou alors pour des par exemple faire des laveries, de ce genre de choses, ça va demander beaucoup plus d'investissement et personnellement actuellement je préfère la bourse. Euh, et donc ensuite on va avoir le CTO. Tac. Donc le CTO qui est donc le compte titre ordinaire qui lui va n'avoir aucune enfin va ne nécessiter aucun temps, je dirais, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin de le garder 5 ans, 8 ans, etc. Par contre, il n'y aura aucune réduction du prélèvement forfaitaire unique. Donc, en tout cas, en tout temps, le prélèvement va être de 30% sur les plus-values. Par contre, il peut être ouvert, déjà on peut avoir plusieurs CTO, d'ailleurs oui j'ai oublié de préciser le PEA, on ne peut avoir qu'un seul PEA par personne. L'assurance vie on peut en avoir autant qu'on veut. Euh, alors ça peut être bien d'en ouvrir plusieurs si un jour on dépasse le plafond, etc. C'est un petit peu l'avantage. Et puis ce qui est bien c'est que, enfin autant en ouvrir je dirais plusieurs rapidement comme ça. Après 8 ans, en tout cas quand on aura rempli la première assurance vie et qu'on commencera à remplir la deuxième, si on peut, euh, on aura déjà les avantages de la réduction du prélèvement forfaitaire unique. Et donc le CTO aussi, on peut en avoir autant qu'on veut. Et là par contre c'est libre. Le CTO, on peut acheter de tout. Ça peut être vraiment des actions, même des actions sur les... euh, comment on appelle ça, de la private equity, c'est-à-dire sur des entreprises avec des termes bon, un peu techniques, mais small cap, mid cap. Même s'il y a des large cap évidemment en private equity, mais le private equity, ça va être donc des entreprises qui ne sont pas cotées sur les grands indices boursiers. Certaines plateformes le permettent. Y a vraiment, encore une fois, il n'y a pas de collaboration commerciale dans tout ce que je dis, hein, mais Trade Republic a ouvert récemment le private equity. Bon, évidemment, ça comporte plus de risques parce que bah, c'est pas sur les grands indices boursiers, donc il peut potentiellement avoir plus de volatilité. Après, voilà, chacun faire ses recherches. Mais voilà, on peut investir sur des actions, que ce soit américaines, chinoises, enfin de n'importe quel pays, hein, de l'Allemagne. Voilà. Et il n'y a pas de plafond non plus. Donc ça c'est aussi un avantage. Et le dernier, ça va être le compte d'actifs numériques comme on l'appelle. Mais globalement, aujourd'hui, compte d'actifs numériques, pareil, là il y a 30%. Je crois que c'est 30%. Hein. Laissez-moi vérifier. Compte actifs numériques. Impôt. Non, moi je veux voir le ouah. Pourcentage plus-value. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est bien 30%. C'est bien 30%. Et là, bah, les comptes d'actifs numériques, ça va être bah, surtout aujourd'hui, c'est utilisé pour les crypto-monnaies. Mais donc voilà. Après, ça, c'est si vous avez envie d'investir dans les crypto-monnaies. Donc là, c'est globalement les 4 gros comptes livrets, appelez comme vous voulez, d'investissement possible en France à l'heure actuelle.
Voilà. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, en tout cas de ce premier épisode, c'est donc ce qui est important, c'est d'une part, est-ce qu'on peut surligner sur ce truc? Remplissage. C'est lecteur de couleurs. Loop. Pince, on s'en fiche, non? Ok. Qu'est-ce que ça fait ça? Mince. Oh là, on va pas faire ça. Ok, bon, on va surligner avec des zones. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est donc pour moi l'épargne de précaution. Ça va être l'épargne de précaution. Tac. Hop. Donc épargne de précaution. On va surligner. Je vais trouver un moyen de surligner, vous inquiétez pas. Voilà, épargne de précaution à retenir. Bon, on s'en fiche. Hop. Bon, c'est moche, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut retenir, épargne de précaution. Ah, voilà, on va faire ça. Putain. Donc, épargne de précaution, très important. Et puis ensuite, l'investissement de cette forme. Voilà. Pas de remplissage, du coup. Et voilà. Donc ça, c'est pour moi les trucs importants qu'il faut retenir. Évidemment, bien gérer ses dépenses, éviter de trop mettre dans les loisirs. Donc ça, après, de toute façon, c'est en fonction des profils des gens. Si vous avez des loisirs ou des passions qui coûtent un peu cher, bon, bah forcément, il va falloir allouer un petit peu plus dans ces passions, mais toujours essayer d'investir une part de ses revenus quand c'est possible, évidemment. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de mal, mais par exemple, ça va être baisser ses abonnements, parce que parfois, on peut avoir des abonnements qu'on aime bien, mais qui sont pas essentiels. Et l'avantage, c'est que, ça d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus dans un prochain épisode, mais euh, on peut, avec les intérêts qu'on a, soit les réinvestir, soit les récupérer, entre guillemets. Et au bout d'un certain capital obtenu, on peut avoir on peut appeler ça des revenus passifs qui se présenteront sous différentes formes. Et avec ces revenus passifs, on pourra potentiellement reprendre des abonnements, etc. Mais sans, entre guillemets, perdre d'argent, mais utiliser une partie de ces revenus. Bref. Voilà, donc ce qui est important, c'est pas forcément de se faire un budget. Alors si on sait qu'on a du mal, qu'on est assez dépensier, là, faire un budget, pour moi, ça paraît assez évident. Quelque chose d'intéressant à faire également, c'est par exemple, avec ChatGPT, lui demander de nous coder une petite application pour gérer nos finances, nos investissements. Ou alors, si vous avez la flemme de le faire, moi je conseille au début pour commencer, mais si vous avez la flemme de le faire, ça peut être utiliser quelque chose qui est assez connu, Finari, je crois. Alors il y a sûrement un abonnement, il y a un abonnement gratuit, mais aussi payant, je pense. Mais c'est pour ça que personnellement je préfère le faire moi-même. Alors j'ai un petit peu de connaissances techniques et puis bon, le ChatGPT, je pense que tout le monde sait à peu près l'utiliser. Maintenant, après, il faut comprendre un petit peu ce qu'il fait, mais bon, bref. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous proposer, un petit code open source pour gérer vos dépenses. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est donc 6 mois de dépenses en épargne de précaution. Alors, ça va être 6 mois, ça peut être 3 mois si vous pensez que ça vous suffit. Ça peut être 12 mois si vraiment vous êtes dans une situation de votre vie où c'est pas sûr d'être rémunéré. C'était d'ailleurs mon cas à un moment, j'ai été au chômage parce que le marché du travail est un petit peu galère en ce moment, mais voilà, j'avais mis un petit peu plus sur mon livret A pour être sûr. Maintenant que je travaille, je baisse un peu, je garde quand même 6 mois parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez euh, stressé de la vie, on va dire.
Et après les investissements en bourse, donc après évidemment si vous voulez absolument investir dans l'immobilier, bah, allez dans l'immobilier, etc. hein, si vous, évidemment vos revenus vous le permettent. Mais l'avantage de la bourse c'est que c'est assez accessible pour très peu, pour 1 euro, dès 1 euro je crois, sur notamment Trade Republic. Alors ça aussi, ça sera le sujet de notre épisode, mais il faudra faire attention aux frais, les différentes gestions, etc. Que proposent les différentes banques. Mais voilà, donc ça c'est un premier épisode pour expliquer globalement qu'est-ce que je fais moi personnellement avec mon argent, comment je l'investis, enfin comment je l'investis plutôt, là où j'investis j'épargne. Voilà, donc ça va être à sauvegarder. Et, euh, et puis voilà, donc premier épisode terminé. Premier épisode terminé. Hop. Donc là, ça fait combien de temps de stream? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas indiqué? Ah non, je suis idiot, c'est marqué là. Ça fait quasiment 1 heure. Donc je pense que le prochain épisode, je sais pas si j'en fais un maintenant ou si je le fais, parce qu'après je pourrais faire que jeudi. Après jeudi, tac. Ah bah non, c'était pas là, c'était dans mes notes que je voulais mettre. Donc là, j'ai fait, hop, moyen investir, etc. Dans le prochain, alors qu'est-ce que je disais? Hmm, Donc alors attendez, suivi. On peut parler, détailler, parler un petit peu plus de suivi de nos finances. Ah oui, les frais, compte, frais par banque. Donc gestion auto ou gestion libre notamment. Ensuite, différents, on peut aborder les différents produits financiers qui peuvent être intéressants. En tout cas, qui sont intéressants pour moi. Ah oui, et également tout ce qui est dividendes, intérêts composés. Donc ça va être les sujets de la prochaine vidéo, enfin du prochain épisode. Tac, je vais enregistrer ces trucs là-dedans. Ok. Bon, premier stream terminé. Je m'occuperai du montage et puis publier ça. Et puis on se retrouve jeudi pour tourner 2 épisodes, je pense. Voilà.